fête des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur Twitch. On salue bien sûr Chouquette, Cucatou Black, encore une fois. Merci à vous de nous suivre. Vous êtes une petite dizaine sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner sur notre chaîne Twitch LMTV Sarthe. Juste avant de parler de jeux vidéo, nous sommes partis à la rencontre de l'agence Colocataire qui s'est spécialisée dans la colocation. Regardez, on revient juste après. À tout de suite. Salut Déborah, comment tu vas? Salut Aurélien, ça va et toi? Ça va super, donc là on est sur Angers, à l'agence Colocataire, une agence assez spéciale que le monde ne connaît pas vraiment. C'est quoi exactement comme agence? Alors nous, on est spécialisé dans l'investissement immobilier, uniquement sur de la colocation meublée et on va créer des projets clés en main sur mesure pour les investisseurs qui souhaiteraient nous rejoindre. Et c'est quoi l'origine de ce projet? Comment ça a débuté tout ça? Alors c'est une entreprise qui a une dizaine d'années maintenant, c'est lié d'un fait de vie tout simple, c'est 3 copains qui du coup étaient issus de l'immobilier et un des 3 avait déjà un appartement sur l'île et il a eu une demande un jour au départ de son locataire pour faire de la colocation et il a réaménagé du coup son logement et il a vu que ça fonctionnait plutôt bien la colocation avec des revenus supplémentaires puisqu'il encaissait pas non qu'un seul loyer mais plusieurs, donc il s'est dit il y a quelque chose à faire sur ce marché-là et donc tous les 3 entre 2008 et 2011 ils ont créé un cahier des charges pour en 2011 lancer l'entreprise Colocataire. Il y a une vraie évolution de la colocation depuis quelques années? Oui, on a entre 20 et 30% d'augmentation de demande d'une année à l'autre, en fait, si tu veux. Donc voilà, après, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Ouais. Nos petits copains des pays anglo-saxons ou même des pays nordiques sont bien en avance par rapport à nous. Mais voilà, depuis quelques années, c'est bien rentré dans les mœurs. Alors, imaginons, là, j'ai envie d'investir chez vous dans la colocation. Quelles sont les différentes étapes pour que ça fonctionne? Alors, première étape, c'est du coup, nous, on va travailler avec des partenaires. On n'a pas pour vocation de vendre vraiment en direct aux particuliers. Donc, on va travailler avec des professionnels, notamment de la gestion de patrimoine, des banques, qui du coup vont analyser le projet de leurs clients. Donc, on va être sur du loueur meublé non professionnel. Donc, c'est une fiscalité qui est neutre, parce que vous allez encaisser des loyers, mais vous n'aurez pas de fiscalité pendant en moyenne une vingtaine d'années grâce à l'amortissement que va faire l'expert comptable. Pas mal. Exactement, plutôt sympa comme principe de fiscalité. Au-delà de ça, une fois que l'investisseur entre dans les murs colocataires, on va du coup établir le budget avec le partenaire, avec l'investisseur, la localisation, parce qu'aujourd'hui on est présent sur une trentaine de villes en France, donc ça veut dire qu'on peut proposer pour tout budget, donc on a un ticket d'entrée qui est à partir de 200 000 €, ce qui va nous permettre de faire du Rennes, du Nice, du Lorient, du Vannes, voilà, dans les villes où on est présent, ce qu'on a attaché à avoir des agences physiques comme dans laquelle tu es aujourd'hui, où vous allez retrouver du coup tous les métiers en interne colocataire, à savoir la partie commerciale, la partie chargée de projet, les gestionnaires locatifs, les conducteurs de travaux, etc. Donc après, on va du coup établir le cahier des charges du client. Ok. Suite à ça, va en découler un bon de commande et ce bon de commande là on le transfère au chargé de projet dans la ville dans laquelle l'investisseur souhaite investir et on va lui trouver le bien, on va faire des nouveaux plans, on va lui faire valider bien évidemment le dossier projet et après il va acheter le bien qu'on lui a trouvé. Alors c'est lui qui achète directement, nous on n'achète pas, donc on n'a pas d'exclusivité du coup sur les biens immobiliers, donc on demande de la réactivité, que ça soit de notre part pour trouver le bien, mais également après derrière par rapport au partenaire aussi qui va nous apporter l'investisseur et l'investisseur en lui-même. La prise de décision, il faut qu'elle soit assez rapide parce qu'on est sur un marché de l'IMO, comme vous le savez, qui va très vite. Évidemment. Donc on est forcément tributaire aujourd'hui de ça. Donc une fois que le projet est validé, on récupère les clés une fois que le client a signé l'acte définitif chez le notaire et on commence les travaux et derrière on fait la gestion locative. Et en gros, toute l'histoire que tu nous as racontée, ça dure combien de temps? Est-ce qu'il y a une moyenne ou en fonction des villes ça peut changer? Alors non, on a un cahier des charges qui est bien ficelé sur tout le réseau national, qu'importe la ville dans laquelle l'investisseur va aller. On va être sur
9 mois en moyenne. Après, ça dépend des projets, parce que du coup, entre le moment où l'investisseur va nous donner les clés, on donne 1 mois de mise en place du chantier, et après, il faut compter entre 2 et 3 mois de chantier, enfin de travaux pour chaque chambre. Eh ben, très bien. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Il y a un site, j'imagine? Oui, donc sur colocataire.com. On est également présent aussi sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, on va être sur Instagram également. Faut surtout pas hésiter à aller visiter nos colloques virtuels sur notre site internet directement pour être en immersion complète dans ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ben voilà. Alors tu n'es pas seul, hein, ici? Non. Tu es avec quelqu'un d'autre? Oui. On va le voir? Oui. Comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va super, je te remercie. Donc toi, tu es chargé de projet colocataire. C'est quoi exactement ta fonction ici? Alors ma fonction, ça va être de réceptionner les bons de commande qui auront été reçus en amont par ma collègue Déborah que vous avez vu juste avant. Et du coup, ça va être un peu de prendre en compte toutes les petites demandes des clients pour ensuite aller tout simplement chercher le projet sur le terrain. Donc Déborah nous a parlé de plusieurs étapes. Il y a un moment où l'étape numéro 2, elle te file le bébé. C'est quoi exactement cette étape en particulier? Alors c'est comme ce que je disais, c'est la réception du bon de commande, donc ça va être notamment tout ce qui en découle, ça va être ce que le client recherche, donc de l'emplacement, le budget du client, la typologie, parfois on a le nombre de chambres qui est demandé, et puis parfois on a également un souhait au niveau de la rentabilité par rapport au budget global et au projet global qui est demandé aussi. Et du coup mon travail, ça va être tout simplement d'aller chercher ces petites pépites pour les clients en collaboration avec différentes agences immobilières. Et du coup, une fois que nous avons trouvé le bien, ma prochaine mission, ça va être d'aller sur le terrain. Okay. C'est là où en fait je fais la plupart de mon travail se passe directement sur le terrain. Donc je vais faire la visite avec l'agence immobilière, je vais faire des tracés, je vais faire une partie technique au niveau des travaux, voir la faisabilité du projet, combien de chambres je peux en tirer. Et une fois que j'ai un peu toutes ces données, je reviens au bureau où j'essaye de mettre tout en œuvre sur, on va dire, une plateforme qu'on a en interne qui nous permet de tout modéliser. Du plan avant, après, jusqu'à la réalisation du budget global avec la renta et tous les chiffres qui incombent directement aux différents investisseurs. Alors moi j'étais en colocation il y a longtemps et c'est vrai qu'on se bat souvent pour la salle de bain. Est-ce que chez Colocataire, il y a une seule salle de bain pour toute la colocation ou chaque locataire a la sienne? Alors justement c'est une bonne question parce que chez Colocataire on a trouvé la solution pour ça qui est purement colocataire, c'est qu'on a bien une salle d'eau privative par chambre pour chaque colocataire. Donc on se bat pas pour prendre sa douche ou son bain, c'est ça? Non, pas du tout, exactement. Merci beaucoup à Jules et à Déborah pour l'accueil de leur agence colocataire. Vous l'attendez, je le sais, vous le dites dans le chat, il y a Boots is Calling qui dit on attend la chronique de Fury, mais je pense qu'il le connaît. C'est parti pour la chronique jeux vidéo. Et vous l'attendez, on va parler de jeux vidéo, d'anecdotes. Salut Fury, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va bien, très très bien. Donc encore une fois, tu as ramené tout ce dont tu vas parler en physique. Mais d'abord, vu qu'on est dans un peu la thématique Harry Potter et l'univers des sorciers, parce qu'il vient de sortir, tu nous parles un peu de Quidditch. Oui. Donc anecdote geek, du coup, voilà. Pas spécialement jeux vidéo. Donc le Quidditch, célèbre sport de Harry Potter, que tu connais, que tout le monde connaît, je pense. Et il s'avère que il y a eu un jeu de Quidditch qui est sorti en 2003, notamment sur GameCube. Enfin là, j'ai ramené l'exemplaire GameCube. Donc c'est un sport très célèbre chez les sorciers. Et il existe aussi une version moldue. Donc les moldus, c'est nous, les non-sorciers. Voilà, les non-sorciers. Depuis 2005. Donc depuis 2005, c'est un sport officiel. Il y a une Coupe du Monde, il y a une Coupe d'Europe, une Coupe de France. Donc c'est des gens qui courent sur un terrain et qui ont pour objectif de mettre les balles dans les anneaux, comme dans le vrai Quidditch. Ok. Voilà, donc c'est assez marrant à regarder. Et il y a un nombre d'équipes assez énorme. Il y a plus de 40 équipes en France. Ok, voilà, quand même. C'est dingue. Et il n'y a pas d'équipe au Mans. Voilà, donc, on ouvre une porte, le Mans, si vous voulez créer une équipe de Quidditch. C'est parti. Calling, par exemple, si tu veux lancer ton équipe, c'est pourquoi pas. Et donc, nous, on n'est pas les champions du monde. Il me semble que c'est principalement les États-Unis qui sont champions du monde. Mais
Mais champion d'Europe, on a été 3 fois, je crois, champion d'Europe. Voilà, de C'est pas mal. Quidditch. Voilà, vous voyez des images là. Ouais. Donc ils ont un bâton pour remplacer le balai, parce que ça joue sur balai volant à la base, mais pas trop possible. Donc voilà pour la petite anecdote de Quidditch. Donc pas d'équipement à bon entendeur. Ceux qui Voilà, veulent se on ouvre lancer. une porte, on sait jamais. Maintenant, tu vas nous parler d'une sélection de jeux que tu as ramené. Ouais, j'ai fait une sélection de mes coups de cœur des 2 dernières années, on va dire, de jeux indépendants, après, il y a débat sur le terme indépendant, sachant que là, il y a 2 des studios qui ont été rachetés par des très gros studios d'édition. Mais on va dire jeux indés français. Ouais. Mes 3 coups de cœur de ces dernières années, de ces 2 dernières années, donc Deathloop, qui est sorti à la base en exclusivité PS5, donc en 2021, un jeu que j'ai trouvé très original. T'as moins accroché, toi, du coup, J'ai un peu moins accroché, mais c'est vrai que la thématique de base est très intéressante. Ouais, donc on est piégé, on va dire, dans une boucle temporelle. C'est Et ça. dans une journée, il faut réussir à être au bon endroit au bon moment pour éliminer les 8 boss, on va dire, C'est dans ça. la journée. Et la journée se répète tant qu'on n'a pas réussi la mission. Alors j'étais juste un petit peu déçu parce que je trouvais le jeu un peu trop directif sur la fin. Mais c'est hyper intéressant parce que nos actions du matin, par exemple, vont avoir un impact évidemment sur les actions de l'après-midi ou de la soirée. Il faut recommencer la boucle plusieurs fois et si on meurt, on perd tous nos équipements. Après, il y a un moyen de gagner de quoi les conserver. Mais au début, ça peut être un petit peu plus difficile parce qu'on n'est pas très équipé, etc. Et cette notion de boucle temporelle, j'ai trouvé vachement sympa. Il faut se creuser un peu la tête, savoir comment éliminer quel personnage, à quel moment c'est le plus judicieux pour pouvoir éliminer les autres ensuite. Donc il y a une remaniabilité, pas infinie, mais... Il y a plein, ça demande de recommencer la journée. Il faut Exactement. aimer refaire à peu près la même chose Oui, c'est ça. plusieurs fois, quoi. Il y a la journée, on la rejoue beaucoup pour réussir à tuer ces 8 personnages. Donc, un jeu français développé par Arkane, un studio de Lyon, qui appartient à Bethesda, mais ça reste En plus, c'est français. Un petit studio français. Donc il y a 4 zones, 4 périodes, et puis il faut répéter la boucle jusqu'à s'en sortir. Et bien c'est noté. Je crois qu'en plus qu'il est sur même le PS Plus, l'abonnement un peu style Netflix sur le PlayStation, vous pouvez l'avoir en plus. Puis il doit être sur le Game Pass maintenant aussi. Donc je recommande vivement. Et ben voilà, j'ai un des coups de cœur. j'ai bien Alors aimé. on reste dans le bourrin avec Sifu et les arts martiaux. Ouais. Un jeu d'art martial. Donc là, un plus petit studio, Slow Clap. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2022. Qui est très exigeant, Oui. beaucoup plus que Deathloop, très difficile, un jeu, faut s'accrocher, moi j'ai adoré la direction artistique et les développeurs avaient vraiment à cœur de respecter les arts martiaux, le kung-fu, et ça se ressent vraiment au niveau des coups, de la sensation d'impact, c'est très plaisant à jouer. Et le concept est là aussi très original puisque le but c'est de réussir à venger son maître du kung-fu, donc à faire tous les niveaux avant d'être trop vieux. Exactement. Et on vieillit à chaque fois qu'on meurt et on meurt souvent. Oui, c'est très compliqué. Dans Sifu, on meurt souvent. Ouais, Hyper exigeant. C'est pas facile et ça force vraiment à... faut être motivé et puis se donner à fond. Ça force vraiment à creuser le gameplay du jeu pour réussir à finir tous les niveaux avant d'avoir 70 ans. Et parce qu'on se combat aussi, c'est un changement du combat quand on devient plus vieux. Alors quand nos stats changent, quand on vieillit, on tape plus fort mais on a moins de vie. Voilà, donc il y a des choses qui diversent. Donc, la encore mécanique, une fois, tout est français ce soir, les jeux, on est d'accord. Les 3 jeux sont français. Et studio indé. En plus. Et le dernier, c'est la suite d'un jeu culte, Street of Rage. Et moi, c'était mon premier jeu sur Mega Drive quand j'ai commencé à jouer. Et quel jeu voilà, un jeu de combat. On peut jouer en multijoueur. Donc voilà, Street of Rage qui était sur Mega Drive. Et il y a une suite. Il y en a eu déjà 3 et le 4 est sorti il y a quelques années maintenant. Ouais, donc c'est un monument de la Mega Drive, Streets of Rage. Il y a eu 3 exemplaires, 3 premiers titres qui sont sortis au début des années 90. Et Dotemu, le studio français, alors qui maintenant est édité par
par Focus Entertainment qui a été racheté, mais à la base qui était un petit studio indé, se sont attaqués à ce monument, donc ça c'est chouette, et bien des années plus tard, puisqu'il est sorti en 2020, et le dernier titre daté de 1994. Oui, donc il y a un petit peu de temps. Et ils n'ont pas peur, ils ont pas peur de Dotemu parce qu'ils s'attaquent aussi à d'autres grosses licences, et notamment les Metal Slug, parce qu'ils vont sortir un Metal Slug Tactics, entre autres. Donc il a pas mal divisé les fans, donc le Streets of Rage 4 de 2020, notamment de par sa direction artistique, parce qu'il a, il est en cel shading, un peu cartoon en fait, c'est ça. Un peu cartoon, un peu BD, qui a pas plu à certains fans. D'accord. Et du coup, ça a pas mal divisé les joueurs, mais moi j'ai adoré. Je l'ai fini une bonne trentaine de fois, je pense. Quand même. Ouais, facile. J'adore la sensation d'impact, les combos. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très très chouette, très beau. Faut aimer la DA, la direction artistique, mais je recommande vivement. Et puis hier ou avant-hier sortait. Dotemu ont édité un Pharao, un jeu de gestion stratégie qui date aussi des années 90. Donc ils aiment s'attaquer aux jeux cultes. Ouais, alors là, c'est pas eux qui l'ont développé pour le coup, c'est Triskel, une autre boîte française. Mais ils l'ont édité, il vient de sortir sur Steam. Là, donc, ils font des trucs. Franchement, ils sont motivés parce que s'attaquer à de tels monuments, c'est très risqué, quoi. Parce qu'on peut très vite s'attirer les foudres. Ah bah oui, là, on était vraiment sur un succès planétaire sur Streets of Rage. Ouais, Streets of Rage, c'est donc voilà, une sélection de jeux français et ça fait bien plaisir. Merci beaucoup, Fury, d'avoir parlé de ces petites pépites. Tu reviens le mois prochain pour de nouvelles aventures vidéoludiques. Dans quelques instants, je vais recevoir Victor, créateur et gérant de l'Agence Inconnue. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.